Ce qu'il advint sur le port d'Orléans en cette époque lointaine ne pourrait certes pas se concevoir en une période plus récente, débarrassée des superstitions anciennes. Mais gardons-nous de crier au feu en jugeant hâtivement les gens de ce temps. L'histoire n'est souvent qu'un éternel recommencement. Suivons donc les pas de ce brave Edgar, portefaix de son état, humble parmi les humbles dans ce petit peuple des quais de Loire. Le quotidien d'Edgar était digne de celui d'une bête de somme, qui recevait non pas une ration d'avoine, mais quelques misérables sous, pour charger et décharger de lourds chalands. Il envoyait de toutes les lourdeurs et bien des formes différentes. Ballots, paniers, sacs, caisses. Mais le plus souvent c'étaient des barriques qui transportaient toutes sortes de produits. Il les roulait, en prenant bien garde de ne jamais les heurter, devait bander ses muscles pour les soulever, les passer de la position verticale à la position sur le plat, quand elles étaient pleines. Par contre, quand elles étaient vides, qu'elles arrivaient en Orléans pour les vinaigreries qui se contentaient de vieux muits, il fallait les faire rouler sur champ. Il passait pour un expert dans ce qui était devenu un sport, une course traditionnelle, le roulage de barriques. Le lendemain de la célébration de la délivrance d'Orléans, les gros bras de la cité se regroupaient au pied du port de recouvrance. Le jour de la Saint-Christophe, patron des portefaix, une course était organisée pour remonter la grande rue et achever le périple sur la place du Martroi. Le vainqueur devenait le syndic de la corporation jusqu'à la course suivante. Edgar, que tous connaissaient sous le sobriquet du mort, tant il était allé par des heures passées en plein air, avait emporté 3 années de suite cette course de roulage. Il était ainsi respecté des marchands qui devaient obligatoirement passer par lui pour constituer une équipe de déchargement. Ce privilège ne l'empêchait nullement d'être juste et équitable, se forçant toujours à donner du travail à tous. Ce jour-là, chose inhabituelle, il fallait charger sur un chaland qui partait pour Nantes une série de tonneaux vides. Quel était donc le sens de ce curieux transport à rebours de ce qui se faisait habituellement? Les portefaix ne s'étaient pas précipités pour réclamer une mission dont la prime était inversement proportionnelle au poids de la marchandise. Edgar, pour ne léser personne, se chargea lui-même de ce travail sans intérêt. Le roulage était un tel jeu d'enfant pour lui qu'il se priva du recours à un charroi. Il alla chercher les fûts, qu'il roulait 2 par 2, pour le plus grand plaisir des passants qui appréciaient la dextérité de ce virtuose de la chose, tandis que les gamins couraient à ses côtés. Jamais il n'y eut plus joyeux spectacle que cette descente des barriques à tonneaux fermés et tombereaux ouverts dans la grande rue des raffineurs. Edgar, au fil des voyages, grisé par les cris de la foule, allait de plus en plus vite. C'était pour lui un formidable entraînement pour la prochaine course, dans laquelle il allait remettre son titre et son honneur en jeu. Tout pourtant finit par se dérégler lors de l'antépénultième voyage. L'un des 2 tonneaux lui causa bien du tracas, comme s'il était déséquilibré. Il dut s'y reprendre à plusieurs fois, le remettre sur la tranche pour que la rotation se fasse à nouveau. Il en fut contrarié,
autant qu'il hérita de quelques rires moqueurs. Pour l'avant-dernier voyage, rebelote, il y avait diablerie là-dessous. Quelque chose ne tournait pas rond, comme s'il avait perdu la main. Les moqueries se firent lasies. Il dut ralentir sa course, perdre du temps à maintes reprises. Il pensa que le tonnelier était cause de ce mystère, à moins que la barrique ne fût pas totalement vide. Cette idée ne cessa de lui trotter dans la tête quand il connut à nouveau des soucis lors du dernier voyage. Il voulut en avoir le cœur net. Il s'arrêta devant l'église de recouvrance. Il ouvrit le fût incriminé et cria de stupeur. À l'intérieur, il y avait une jeune fille, inconsciente, qui gisait là au fond de la barrique. Légère comme une plume, il l'extirpa de sa prison de bois pour l'étendre devant les marches du lieu du culte. Les rires avaient cessé. Un prêtre sortit de la maison de Dieu pour venir porter secours à la pauvrette. Il l'examina. Elle était plongée dans un profond sommeil que rien ne pouvait interrompre. Ni les selles, ni les quelques claques sur les joues. Pendant ce temps, pour en avoir le cœur net, Edgar s'était précipité sur le chaland pour ouvrir les 2 autres tonneaux suspects. Même constat. Là encore, 2 demoiselles dormaient d'un sommeil qui avait tout d'artificiel. Il n'eut pas sitôt ouvert la seconde barrique que l'on s'agitait sur le pont. Les mariniers, l'œil mauvais, se firent menaçants. Fort heureusement pour le portefeuille, il avait été suivi par quelques badauds qui prirent en charge les 2 malheureuses. Les dormeuses, leur porteur et notre ami, n'eurent pas sitôt mis pied à terre que le chaland libéra ses amarres pour s'en aller précipitamment au fil du courant. L'affaire n'était pas claire. Edgar envoya un collègue qui œuvrait sur un bateau vide prévenir la capitainerie du port, tandis que ces braves gens étaient montés dans la cité avertir l'échevin. Ce ne fut que bien plus tard que les demoiselles revinrent à elle. Elles avaient été prises en charge par le vicaire de l'église, allongées devant la chapelle de Bon Secours. C'est ainsi qu'elles racontèrent la même scène abracadabrante. Elles étaient entrées chez un tailleur de la ville, avaient voulu essayer une robe. C'est dans la cabine d'essayage que leur mémoire se perdait. Un maréchaussée fut diligenté le lendemain dans ce fameux atelier de couture qui, étrangement, avait porte close. Il fallut forcer l'entrée pour découvrir un local totalement vide. L'énigme ne fut jamais élucidée. Que voulait-on faire de ces malheureuses? Quel était le but du voyage? Pourquoi une telle mise en scène? Si Edgar ne s'était pas chargé du transport de ces barriques pas toutes vides, leur compte eût été réglé sans que quiconque n'y remarque rien. Quant au chaland, on le retrouva allant à la dérive, abandonné par un équipage qui n'avait pas demandé son reste. On mena dans la ville des investigations pour découvrir qui était ce tailleur nouvellement installé et qui lui aussi avait pris la poudre d'escampette. On ne trouva rien sur son compte, si ce n'est quelques vilains ragots déversés de ci de là par les mauvaises langues de service. Les uns prétendaient que c'était un parpaillot, nouveau venu dans la ville.
Les autres affirmaient que c'était un mécréant qui tenait des propos honteux sur notre sainte mère l'Église. Puis les esprits se calmèrent. Le temps n'était pas encore venu d'en faire une affaire d'État. Les demoiselles retrouvèrent leurs familles respectives et furent quittes d'une grande frayeur et de quelques cauchemars rétrospectifs. Tout cela tomba dans les oubliettes de l'histoire avec son grand H. Mais vous savez bien que celle-ci se plaît à resservir parfois les plus curieux de ses travers, bien longtemps plus tard. Je ne vous ferai pas l'injure de vous mettre les points sur les i. Edgar le Morin n'était qu'un très lointain souvenir, tandis que la disparition des chalands avait sans doute poussé des imaginations fertiles à évoquer des sous-marins de poche. Il n'y a sans doute pas de quoi faire tout un plat, à moins que l'on aime à tailler des croupières à ceux qui sont différents.